Bonsoir Eric. Bonsoir Lorelai. On débute avec cet énorme challenge pour nos jeunes footballeurs calédoniens. Ah bah oui, c'est un gros challenge. Ils ont quitté le territoire hier soir en direction de l'Indonésie. Donc c'est la Coupe du Monde de football pour les U17, les moins de 17 ans. Et puis 6 ans après, la génération emmenée par Abiezer Geno, la relève est là maintenant pour une deuxième participation à cet événement. Alors qu'est-ce qui les attend? Présentation de cette équipe avec Martin Charmasson et Cédric Michaud. L'objectif numéro 1, c'est de ne pas se blesser et de faire attention à vous. Conserver l'exigence jusqu'au bout. Message de Leonardo Lopez lors du dernier rassemblement avant le départ. Ces U17 travaillent d'arrache-pied depuis 2 ans pour vivre une Coupe du Monde. C'est une compétition dont on regardait tous souvent à la télé, on regardait les grands joueurs participer à la Coupe du Monde. Ça a été un grand plaisir de pouvoir le rêver maintenant à nous, comme l'a fait les grands frères en 2017. La qualification remonte à janvier dernier lors des éliminatoires Océanie à Fidji. En poule, ils sont proches de battre les Néo-Zélandais, défaite 3-2. Ils les retrouvent en finale, mais concèdent un nouveau revers 1-0. Leur place de finaliste permet de valider le billet pour le mondial. Et un stage d'1 semaine chez les Kiwis leur fait passer un cap. Avant, on était vraiment tout petit face aux Néo-Zélandais. Et là, on a senti vraiment une différence de comportement, ne serait-ce que dans l'attitude. Il y avait plus ce complexe d'infériorité, notamment par rapport à ces Néo-Zélandais, même si, encore une fois, nos garçons font preuve de beaucoup d'humilité. Et c'est ce qui fait leur grande force et ce qui fera notre grande force, j'espère, aussi là-bas. Ce groupe, Didier Blanc le connaît très bien. Créateur de la section football du lycée d'Okamo en 2012, il s'est rapproché de la fédération calédonienne pour en faire une académie fédérale. Il y a 2 ans, la grande majorité des U17 en fait partie. On a aménagé leur emploi du temps de façon à ce qu'ils puissent s'entraîner tous les jours de 15h à 17h. Le vendredi, ils retrouvent le club et puis le samedi, ils jouent forcément avec le club respectif. Formidable aventure, hein, franchement, moi je vais bientôt quitter le territoire puisque je pars à la retraite à la fin de l'année. C'est un sacré cadeau que me font les gamins, là. C'est fantastique pour moi. Je suis rentré par la petite porte, je ressors par la grande, c'est formidable. Je ne pouvais pas espérer une meilleure sortie. Quelques éléments proviennent également de métropole avec des profils non disponibles sur le territoire. Frères Kouchan, Nicolas et Baptiste, qui sont au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Donc il y a Nicolas le gardien et Baptiste l'attaquant. Et il y a aussi Noah Boucher-Muller, qui est gardien de but à Mougins et qui était au centre de formation de Nice jusqu'en catégorie 15. Un effectif solide qui n'avait perdu qu'1-0 au tournoi international de Montaigu face à l'Angleterre. Adversaires que les Cagous retrouveront dans leur groupe au mondial avec le Brésil et l'Iran. Le Cercle des nageurs calédoniens a accueilli ce week-end les interclubs de natation, dernière compétition avant les Jeux du Pacifique. Il y a toujours une ambiance de feu dans ce club autour du bassin de 25 mètres du CNC pour ce rendez-vous collectif qui est toujours très disputé. Vous allez le voir sur les images de Nicolas Fasquelle. Le chaudron du CNC et son ambiance électrique incomparable pour ces championnats interclubs. À l'approche des Jeux du Pacifique, la coach Stephen Kéré a présenté les 16 nageurs qui vont composer la sélection de Nouvelle-Calédonie, 8 garçons et 8 filles, incluant les athlètes qui évoluent hors du territoire. Et parmi les locaux, un jeune qui va participer aux Jeux pour la toute première fois. C'est un plaisir pour moi pour participer pour ces Jeux et ça va être une belle aventure. Tu penses que ta place en sélection, tu l'as gagnée comment? Je l'ai gagnée grâce à mes entraînements, à tout ce que j'ai fait. Les interclubs rappellent que la natation est une discipline individuelle dans laquelle la notion de groupe est prépondérante. Et la bataille a fait rage sur toutes les distances dans les bassins. À l'image de ce relais 4 x 200 mètres nage libre, avec un très beau duel entre les nageurs du CNC et ceux de Dimbéa Natation, qui l'ont finalement emporté. Les interclubs au niveau national, partout, c'est vraiment la fête des clubs parce qu'on peut faire nager des gamins de 10 ans et puis des champions olympiques dans la même équipe. Donc les interclubs en métropole auront lieu dans 8 jours. Nous, on a demandé un décalage parce qu'on avait des problèmes de calendrier. Mais autrement, oui, ça représente aussi, à un moment donné, de fédérer et puis de mettre en valeur les clubs. Ce sont plus de 200 nageurs qui se sont affrontés ce week-end pour apporter un maximum de points à leur équipe. Le grand vainqueur est Dimbéa Natation qui s'impose chez les hommes et chez les femmes devant le CNC.
La fête a tenu ses promesses avant le départ des athlètes Kagou à Honiara. Et natation toujours hier dimanche pour la dernière journée des championnats de France en petit bassin qui se sont déroulés à Angers. Eh bien, Maxime Grousset, battu la veille sur 200 mètres, a remporté le 100 mètres en 45 secondes et 79 centièmes devant Yann Le Goff et Mehdi Metella. Il s'agit de son 5e titre cette semaine. Il avait déjà remporté les 50 mètres nage libre, le 50 et le 100 mètres papillon et puis le 100 mètres 4 nages. Quant à Lara Grandjean, elle a conquis 3 médailles d'argent sur 1500 nages libres, 400 mètres 4 nages et 200 mètres papillon. Le karaté, la saison de karaté s'est achevée ce week-end dans la salle d'Auteuil avec les championnats de Calédonie. Il y avait davantage de monde pour les katas que pour le combat, le comité, mais dans le but d'éviter les blessures avant le départ prochain aux Jeux du Pacifique à Honiara. Reportage réalisé avec Nicolas Fasquelle. Le retour inattendu de Mindak à la compétition, il avait raccroché, mais un concours de circonstances l'a ramené sur le tatami. 2 athlètes indisponibles pour aller aux Jeux du Pacifique et le ténor du Qatar rappelé à la rescousse. Il a décroché un 1e titre de champion de Calédonie et 20 ans après ses premiers Jeux à Fidji, il va revivre ses émotions pour en finir en beauté. C'est spécial et nous, le karaté, on n'a pas forcément la chance tous les 4 ans de pouvoir y participer. Là, oui, je le prends vraiment comme une chance et ça me fait vraiment plaisir. C'est dommage pour les jeunes qui sont blessés ou qui ne peuvent pas rentrer. Mais en tout cas, pour moi, ça sera, oui, clairement mes derniers Jeux. On ne compte plus non plus les titres de championne de Calédonie d'Angélique Mondoloni. Son engagement dans le kata n'a pas faibli, tout comme sa détermination. Samedi, elle n'a pas failli à la tradition, toujours un ton au-dessus de ses adversaires, comme ici Lara Lemestre ou encore Epiphanie Tuitagata dans la finale senior. Angélique, mieux préparée que jamais pour ses 3e Jeux du Pacifique. On a l'obligation de faire un kata différent par tour. Donc effectivement, quand il y a beaucoup de compétiteurs, il faut qu'on puisse sortir le nombre de katas adéquats. Là, j'ai pu sortir 3 katas, 3 nouveaux qui sont dans mon programme cette année, donc pour pouvoir les présenter aux Jeux du Pacifique. Une 60aine de compétiteurs a disputé ces championnats territoriaux et au total, ils seront une 20aine d'athlètes à composer la sélection pour les Jeux. Les Calédoniens seront présents au kata et au kumité, le combat, dans presque toutes les catégories de poids. Clément Leroux, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du comité régional de karaté. Alors, on a vu dans ce reportage que le malheur des uns faisait parfois le bonheur des autres. Il s'agit de Mildak, évidemment, puisque vous avez un athlète blessé et puis un autre qui ne peut pas revenir de métropole. Du coup, ça donne le retour de Mildak pour le kata. Ça fait plutôt un joker de belle qualité, quand même. Bonsoir, Eric. Alors oui, effectivement, personne ne peut rêver mieux comme joker de remplacement. Kim Fauché s'est effectivement blessé un petit peu avant. David Simard n'a pas pu revenir. On a lancé Amine à la cantonade. Tiens, et si tu renfilais la tenue, surtout après sa sortie sur blessure aux Océania l'année dernière. Et il s'est entraîné une quinzaine de jours et il a dit « ma cuisse tient, allez, on y va ». Il est évident que il fait partie des athlètes qui représentent une vraie chance de médaille. On voit difficilement qu'il peut, avec un niveau mondial, on voit difficilement qu'il peut rivaliser dans le kata, en tout cas avec cet athlète-là. Alors, chez les Néo-Zélandais, il y a du niveau. A priori, les Néo-Zélandais sont là, donc il y a quand même de la concurrence. Maintenant, Min, c'est un athlète monstrueux, et même à 40 ans, il reste absolument phénoménal. Avec un kata magnifique. Alors, parlez-nous un petit peu du reste de cette sélection. Une vingtaine, 20 athlètes, c'est ça? Comment elle se compose, cette sélection? Alors, 20 athlètes. Alors, si on n'est pas tout à fait dans la parité garçon-fille, en revanche, on l'est en termes d'expérience. On a 10 athlètes qui ont déjà participé aux Jeux du Pacifique, 10 pour qui ça va être une première. Voilà, donc un mélange entre expérience et jeunesse et ça devrait bien marcher. Ça devrait bien marcher. Il y a une notion d'équipe là aussi. On est tout seul soit pour faire son kata, à l'exception des synchronisés, mais on est tout seul soit pour le kata, soit pour le comité. Mais la notion d'équipe aussi, c'est très important au karaté, comme ça l'est pour la natation. On l'a évoqué dans le reportage précédent. Oui, la notion d'équipe est fondamentale. D'abord pour la cohésion, parce qu'il y a une énergie de groupe qui va transcender chaque athlète sur chacun de ses combats. Et d'ailleurs, la cohésion, on en a fait. On en a fait également hier à l'issue
avant-hier, à l'issue de la compétition, où on a fait des équipes un peu étranges, mais c'était très amusant. En termes de préparation, vous avez eu un programme assez chargé cette année, puisque vous aviez prévu quelque chose qui finalement n'a pas pu se faire. Et en remplacement, en quelque sorte, vous avez eu la possibilité de faire venir trois maîtres du karaté. Ça a été vraiment une expérience très profitable, on imagine, pour les jeunes, indépendamment des déplacements. Oui, alors effectivement, on avait misé la saison sur la venue d'une partie de l'équipe de France, à qui on avait proposé une espèce de planning de préparation des championnats du monde qui se déroulent actuellement. Et finalement, ils n'ont pas pu venir. Il a fallu rebondir assez vite et on s'est effectivement organisé à faire venir 3 champions, un en kata, 2 en combat. Sur les 2 athlètes combat, un plus spécialisé technique, l'autre davantage sur la stratégie. Et ça fait une préparation très, très homogène, très complète et notre équipe est prête. Bon, elle est prête, elle va aller évidemment chercher des médailles. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Il y a toujours 2 gros pourvoyeurs, au moins 2 pourvoyeurs, la natation et le karaté pour les Jeux du Pacifique. Pour la Calédonie, on compte beaucoup sur ces médailles. Raisonnablement, on peut imaginer qu'il y a combien de médailles qui peuvent tomber dans l'escarcelle calédonienne ? Alors, raisonnablement, il y a 17 catégories en tout. Nous sommes inscrits sur 16. Donc potentiellement, on a 16 chances de médaille d'or. Le CTOS nous a fixé un objectif à 10. Ben, on va faire entre 10 et 16, c'est l'objectif. Au moins atteindre une grosse moyenne, ce sera probablement plus. Alors, il y a les Jeux du Pacifique, c'est bientôt, c'est dans 3 semaines, mais il y a d'autres compétitions à venir. Hein. Le championnat de Calédonie, il était qualificatif pour les championnats de France, donc il y a des athlètes qui vont faire ça. Et puis, il y a encore des Océaniens qui sont toujours quand même une compétition de très haut niveau en marge des Jeux. Oui, alors les Océaniens sont d'autant plus une belle compétition que les Australiens sortent de plus en plus au niveau international. Le niveau de l'Australie est très, très, très important en combat. Celui des Néo-Zélandais, beaucoup plus en kata. Et donc, performer au niveau Océanie, c'est la preuve que le karaté calédonien est de très haut niveau. Merci d'avoir été avec nous, Clément Leroux. Eh ben, merci pour l'invitation. Et belle chance de médaille. Merci. Allez, on va parler de rugby maintenant, parce que si la Coupe du Monde masculine est terminée en France, eh bien, le Women 15 continue en Nouvelle-Zélande pour les femmes. Et après sa victoire inaugurale face à la Nouvelle-Zélande dans ce nouveau tournoi international, eh bien, le 15 de France a subi un revers assez important, 29 à 20 contre l'Australie. C'était samedi soir à Dunedin en Nouvelle-Zélande. Résumé de cette rencontre avec Jean-Pierre Séguéla. Toute la détermination de Manae Filaou, capitaine des Bleus, pour défier l'Australie dans ce match 2 du Women 15. Au quart d'heure de jeu, tout va bien. Percée de Marine Ménager qui sert Émilie Boulard à la conclusion de ce mouvement. Les Françaises font jeu égal 7 partout. Ça, c'était avant que les Australiennes ne confisquent le match avec la surpuissante Eva Carpani. La pilier d'origine tongienne franchit la ligne en force. Les Wallaroos font le break et mènent 19-10. Côté staff français, on commence à s'inquiéter sérieusement et on a bien raison. 20 minutes plus tard, Eva Carpani revient dans le trafic. Avec son physique hors norme, elle emporte Madou Soufal et plante son 3e essai personnel de la partie. 20-10 pour l'Australie. Le baroud d'honneur des tricolores ne changera rien à l'issue de la rencontre, malgré la prouesse de Souliana Sivi, 18 ans, première sélection, qui envoie Gabrielle Vernier à l'essai. La joueuse rennaise d'origine calédonienne fait parler toute sa technique, mais les Bleus s'inclinent 29-20. La marche était trop haute. Les Françaises pourront se racheter vendredi prochain pour leur dernier match de la compétition face aux Canadiennes. La salle omnisport de Lansvata pour accueillir ce week-end les championnats de Calédonie de taekwondo. Alors après une période difficile, cette discipline a retrouvé un peu de vigueur et elle a regarni ses rangs en termes de licenciés. La preuve ce week-end avec un record pour ces championnats de Calédonie et dont les images sont signées Nicolas Fasquelle. Le taekwondo calédonien en pleine renaissance depuis quelques années. La discipline avait connu une désaffection après les Jeux du Pacifique de NC 2011 et perdu de nombreux licenciés, notamment chez les jeunes. Et puis, le travail des clubs et de la Ligue a payé, les pratiquants reviennent et il redevient plus facile de composer une sélection pour les Jeux. Ils seront 4 athlètes Kagou à Honiara. Les ambitions, elles sont énormes. Hein. Moi, on part gagnant. À savoir que cette année, on n'aura pas la Nouvelle-Zélande aux Jeux.
au niveau du taekwondo. Donc on aura les Australiens et les Tahitiens en face de nous. Après, dans les petits pays de la Mélanésie, il y a toujours des individualités qu'il faut se méfier. Mais on se base sur des médailles et certainement un peu d'or. Et la seule féminine de la sélection a officié ce week-end comme responsable de la compétition, car Lindsay Gavin n'a pas d'adversaire à domicile dans sa catégorie de poids. Elle ira néanmoins au Salomon pour chercher une médaille d'or. On s'entraîne en club et en sélection aussi. On a aussi fait des déplacements en Nouvelle-Zélande et en Australie pour se préparer. Donc là, j'ai rencontré mes adversaires pour les Jeux, enfin l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'ils viennent vraiment. Mais après, on se prépare comme on peut. Même si je n'ai pas de compétitrice ici au championnat, je me prépare en club et en sélection. La Ligue ambitionne de retrouver les 400 licenciés d'avant les Jeux du Pacifique de NC 2011. Merci à vous, Eric, pour cet éclairage toujours très complet sur l'actualité sportive.